Je t'entends pas bien, moi. Il est 30, ça va bientôt. Ah, ça va commencer. On attend Léa, salut, démarre. D'accord. Et on est live. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux ici à Bordeaux pour ce Facebook Live en partenariat avec Ouest France. Je m'appelle Daniel Fierret, je suis journaliste scientifique et j'ai le plaisir de visiter avec vous aujourd'hui à Bordeaux une plateforme scientifique d'un nouveau genre unique en Europe, Hello Printech. Elor Printech. Alors c'est une plateforme technologique qui est en train de mettre une informatique, une électronique d'un nouveau genre. Et on va quitter ce lieu parce que c'est un peu bruyant, il y a des travaux, hein, c'est très dynamique Bordeaux, il fait très beau aujourd'hui. On va rentrer, vous pouvez évidemment réagir, si jamais il y a un problème avec le son, avec l'image, vous nous le dites en commentaire. Si vous avez des questions également, vous pouvez nous les poser par les commentaires de Facebook. Je me ferai un plaisir de les transmettre aux gens que je croiserai tout au long de cette visite de cette plateforme Hello Printech. Allez, on y va, on va rencontrer le directeur, c'est lui qui va nous accueillir. Et alors il va ouvrir la porte, très bien. C'est Georges Hatzi. Yonou, bonjour. Merci. L'Université de Bordeaux, vous êtes ici à la plateforme Hello Printech. Il s'agit ici d'une plateforme qui va révolutionner l'électronique du futur. C'est une électronique disruptive, on dirait. Qui s'est basé sur l'atome de carbone, où on peut utiliser le procédé d'impression et ainsi de suite. Donc, on aura le sens de voir tout ça à l'intérieur. On peut avancer. Alors oui, parce que c'est tout récent, c'est un rêve hein, que vous aviez, cette plateforme. Hein, vous êtes professeur de chimie à l'Université de Bordeaux, et vous aviez ce rêve de faire cette plateforme unique en Europe pour développer cette nouvelle électronique. Ça a ouvert, ça a été inauguré en début 2017 hein 2016, mais l'opération, ça a commencé depuis 2010, suite aux investissements d'Avenir, où on a eu la chance d'avoir un Equipex, une opération de 16 millions d'euros. Donc, vous allez voir les résultats. Alors là, ici, on voit tous les noms et les organismes qui ont permis la naissance de cette plateforme. Effectivement, c'est le ministère, avec les investissements d'Avenir, l'Université de Bordeaux, la région, c'était très important, le CNRS et toutes les universités autour de chez nous. Et aussi, on était accompagné par le plus grand industriel de chimie de France, Arkema, parce que la plateforme ici, elle est centrée autour des matériaux. C'est l'essentiel pour faire l'électronique. Et on parlera plus tard un peu tous les détails de ceci. On peut avancer vers... On peut avancer. J'ai juste une petite chose à dire aux gens qui nous regardent. Ce live va durer une quarantaine de minutes et vous allez apprendre normalement beaucoup de choses pendant cette visite. À la fin de la rencontre, nous aurons 3 questions à vous poser. Pour ceux qui répondront les premiers et évidemment avec les bonnes réponses, il y a cet ouvrage, Carnet de sciences à gagner, c'est édité par le CNRS. Les 3 premiers à donner les bonnes réponses gagneront l'ouvrage à Carnet de sciences. On va pouvoir faire la visite avec vous, Georges, je vous suis. Voilà. Donc on va entrer pour aller s'habiller parce que... Il va falloir s'habiller d'une façon particulière. Voilà, c'est un environnement un peu particulier parce que comme on fait l'électronique, il ne faut pas avoir de poussière. C'est différent de ces blocs opératoires où il ne faut pas avoir de microbes. Ici, il ne faut pas avoir de poussière. Donc, les internautes, vous allez voir qu'il y a un processus spécial pour ça. Je m'attends au pire. Alors, on avance avec vous. D'abord, il faut nettoyer les chaussures pour enlever toutes les poussières. Celle-ci. Voilà. Moi, je vais me déshabiller un peu parce que ça va faire chaud à l'intérieur, pas vraiment. Mais vous devrez aussi vous nettoyer les chaussures. D'accord, oui, je vais me nettoyer les chaussures. Par contre, je ne vais pas enlever ma chemise parce que sinon, après, il ne me reste plus rien. Alors,
Voilà, un petit coup sur les chaussures, hein, c'est pas mal. Ça nettoie surtout le dessous des chaussures en fait. On est en train de se brosser, on n'est pas en train de se cirer les pompes, on est en train de se brosser le dessous des chaussures. Voilà. Et alors ensuite, on marche sur un tapis collant. Donc là, les quelques poussières qui restaient sous notre chaussure vont être collées par cette espèce de paillasson en plastique qui colle le dessous des chaussures. On va avoir une protection supplémentaire pour les chaussures quand même. Donc, il y a ce qu'on appelle les surchaussures. Des surchaussures. Donc, il faut être prudent. On va couvrir les chaussures. Mais il ne faut pas marcher ici, il faut marcher de l'autre côté. Ah. Et puis, voilà. Alors, S'il vous plaît, attention. Vous tirez le micro un peu. Alors attention, je vais juste... Bonjour, c'est Léa. Je vais juste récupérer le son de la caméra qu'a Cécile pendant que vous vous habillez. Et puis on va passer une petite chiffonnette sur le micro qui a déjà été nettoyé tout à l'heure. Voilà, je vais vous donner quand même... Merci Léa, qui elle est déjà habillée. Filmez-vous entre vous, hein, qu'on voit un petit peu. Léa est déjà, c'est comme ça que je vais être dans pas longtemps. Alors, je te rends le voyage. Donc pendant un moment, nos téléspectateurs n'auront plus, les internautes n'auront plus le son. Ils n'auront que l'image, mais déjà elle est pas mal l'image. Vous tenez après, il faut avoir mis la... D'accord. Je peux vous demander de tenir juste là, juste après, comme ça. Merci. La capuche. La capuche. Ah oui, c'est pour ça, je comprends pourquoi il faut le faire à droite. Voilà. Bon. Mettez ça dedans, ce sera plus simple. Et les chaussures, on met d'abord les gants ou avant les chaussures? Mettez les chaussures d'abord. D'accord. Et ça y est. Donc c'est un peu compliqué. Alors c'est bon, il est boosté le truc. Alors il faut que je mette ça. Il faut juste rallumer le micro, Léa. Il est pas là. Alors, je rallume. Le micro est allumé. Normalement. Vous devez tous entendre. Ça y est, le micro marche. Alors moi j'ai hérité d'un surbarbe en plus parce que j'avais de la barbe. Donc voilà, on ne voit plus que mes yeux qui dépassent. Je suis en train de mettre la touche finale à l'accoutrement, c'est-à-dire qu'il faut aussi des gants. Vous voyez qu'ils ne dépassent plus que les yeux et même pas le nez, hein, du coup. Quand même, Georges Hatsi Ioannou, expliquez-nous pourquoi on s'habille ainsi pour aller faire de l'électronique. Parce que la dimension de circuit qu'on va faire justement de l'électronique, elle est comparable. C'est beaucoup plus petit que les différentes poussières qu'on peut amener dedans. Donc on élimine autant qu'on peut le faire, toutes les poussières. Il y a différentes classes de salles blanches où ici on est à une salle qui est telle qu'on trouve dans la fabrication de l'électronique mondiale. Donc voilà, on élimine tous
défauts qu'on peut créer quand on crée l'électronique. Donc à l'abri de toute poussière, c'est pour ça qu'on appelle ça une salle blanche. Et alors maintenant qu'on est habillé dans notre tenue pour laisser le moins de traces, le moins de poussière possible, on va prendre une douche de soufflerie pour s'épousseter une dernière fois, c'est ça? Voilà, Bon, éliminer tous les poussières. alors on y va. Donc, faites attention, il y a un rebord là. Il y a un petit rebord, d'accord. Il va faire un peu de bruit quand même. Ça va faire un peu de bruit. Bon, on n'est plus à ça près. Alors, Voilà, il faut tourner un peu. il faut tourner, d'accord. Bon, une douche d'air, une sorte de soufflerie. Bon, On a tourné sur nous-mêmes. Voilà, et on sort. Et là, on est entièrement dépoussiéré, épousseté pour la journée. Et nous débarquons dans cette salle blanche, archi blanche. À l'intérieur maintenant de la salle blanche, voilà, on va parcourir l'endroit pour voir les différents types d'instrumentation qu'on a pour mettre en œuvre cette électronique révolutionnaire. Cette électronique révolutionnaire, je crois que vous avez prévu quelques petites démonstrations pour qu'on comprenne quelle est la différence entre l'électronique que l'on connaît aujourd'hui, l'électronique basée sur le silicium, et cette électronique basée sur des polymères organiques. Alors organique, ça veut dire avec des chaînes de carbone. Hein. Bah, vous avez déjà tout dit, ça veut dire que l'électronique d'aujourd'hui est basée sur l'élément de silicium, comme vous voyez ici. Le silicium, c'est abondant dans la nature, c'est dans le sable. On réduit le sable, on obtient ce qu'on appelle les petites galettes, et les plus grandes galettes, et ainsi de suite. De l'autre côté, il y a les polymères. Voilà une matière polymère qu'on peut faire un câble avec les polymères qui a la tenue de l'acier presque, ou bien les petits bagues qu'on va faire les courses et ainsi de suite. Donc une utilisation extraordinaire. Les deux technologies sont connues déjà depuis un siècle, presque. Et alors, il y a 40 ans, il y avait une révolution où on a trouvé que les polymères, tout en ayant des propriétés mécaniques flexibles, imprimables, on pourrait ajouter les propriétés telles que le silicium de conduction et de semi-conduction. C'est qu'on a connu avec si vous voulez, avec l'électronique classique, je vais vous montrer un exemple. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que vous voyez dans vous ne le voyez pas ça, mais dans vos ordinateurs, dans vos iPhones, c'est des plaquettes comme ça que dans l'usine ils fabriquent, où on coupe les petits morceaux que c'est le processeur, ou le cerveau de l'électronique, si vous voulez. Donc c'est les tailles industrielles qu'on a imprimées ici dans cet instrument. Et de l'autre côté, la technique révolutionnaire que nous parlons aujourd'hui, c'est qu'on peut les faire sur un plastique. C'est la même chose que l'autre, à des tailles beaucoup plus grandes, mais avec des procédés qui sont beaucoup plus faciles à le mettre en œuvre. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est des petits mémoires. Et ces mémoires, on peut les associer avec des autres éléments que vous avez ici, qu'on peut les imprimer même sur le papier. Attendez. On peut les imprimer sur le papier. Et ça, c'est un dispositif d'affichage. Donc, avec tout ça, si on combine, on peut le mettre sur tous les produits de supermarché ou tout ce qu'on fait déjà ça. Donc, on peut passer avec notre chariot. Et puis, voilà, on ne sort pas nos achats sous le chariot et on peut faire partir et puis payer. Donc, l'une des grands avantages de cette électronique basée sur des polymères organiques, c'est la souplesse, c'est la flexibilité. On peut faire ce que l'on faisait sur des plaques rigides, sur des supports comme ceci, des feuilles de plastique, et ça va permettre de faire énormément de choses. Là, vous citez une application en supermarché, mais on peut en imaginer d'autres. Plein d'autres, comme vous verrez durant la visite de cet équipement. Mais ça ne m'empêcherait pas de montrer quelque chose, parce que je suis grec, il y a beaucoup de soleil. La première application que j'avais pensée, c'est de faire une cellule photovoltaïque imprimable. Dans ce cas-là, elle n'est pas flexible. Pas souple, là. Elle est associée avec une batterie dessus, qui est automatiquement rechargée par le soleil, et on peut allumer un laser, comme vous voyez ici, une cellule laser, quoi. Donc, on ne le met jamais en contact avec une prise électrique ou une batterie, vous voyez. Donc, et voilà, donc ça c'est un gadget intégré complètement. Voilà. On peut imaginer, grâce à cette technologie, un vêtement fait de panneaux solaires.
On part à la montagne en camping et on recharge son matériel. On peut faire un panneau solaire qu'on est chargé et on peut faire le dispositif de notre affichage directement sur notre manche et vous verrez nos ingénieurs vont vous parler plein d'autres choses à l'intérieur. Alors, je prends mon téléphone portable qui a été nettoyé parce qu'effectivement, les internautes vont pouvoir aussi vous poser des questions. Et je pense que tout ce que vous nous avez dit là, déjà va susciter quelques interrogations de la part des internautes. On commence à se promener un peu dans ce laboratoire, cette plateforme gigantesque. Quelle surface fait la salle blanche, Georges ? Ça fait 850 mètres carrés, associé à ça 150 mètres carrés de bureaux, où les utilisateurs peuvent avoir leur bureau avec leur ordinateur, parce que c'est une chose de collectionner les datas, mais il faut les traiter après, et ainsi de suite. Donc, alors là, on rentre dans la partie chimie. Je crois qu'on a gagné le droit d'ajouter un accessoire à notre accoutrement. La chimie nécessite qu'on est protégé complètement, donc on va protéger nos yeux avec des lunettes. Allez, voilà, la final touch. On va traverser ce qu'on appelle l'endroit où on fait la chimie. On ne va pas s'arrêter ici parce qu'on va aller plus loin, où on va mettre en œuvre les procédés de fabrication. Mais c'est ici que ça commence tout, où on fabrique les polymères ou les matériaux organiques qui ont des propriétés spécifiques avec des stations pilotes à de grandes tailles. Donc on est, vous voyez, presque à un milieu semi-industriel. Donc, et on avance là, dans cet endroit ici, on fait la synthèse avec ces équipements ultramodernes et aussi ce qu'on appelle la formulation, ça veut dire faire des encres. Et qui dit des encres, quand on imprime notre journal aujourd'hui, on utilise une encre. Mais ces encres-là, ils seront encore plus fonctionnels, ils auront les propriétés électroniques qu'on a évoquées au début. Des encres électroniques, on imprime avec de l'encre qui va avoir une propriété électronique. Voilà, c'est ça. Et donc on avance vers l'endroit où toutes ces choses-là ils se font. On ne peut pas voir tout, évidemment, mais on va voir des choses représentatives. Ouais. Attention, on va passer dans un endroit où la lumière change. C'est vrai, encore il y a un côté science-fictionnel quand on se balade chez vous, Georges Hatziyoannou. Alors là, effectivement, on a une lumière orange. Pourquoi? Alors, de la salle blanche, on passe à la salle orange, là? Ah oui, on passe à la salle orange. En fait, c'est l'ambiance qui existe dans les usines de production électronique. Pourquoi? Parce qu'on utilise l'ultraviolet pour faire l'imagerie ou dessiner nos circuits sur les plaques ou sur les plastiques et ainsi de suite. Pour ça, on a besoin de l'ultraviolet. Donc, on se protège. Ici, des ultraviolets, on utilise quand on a besoin. C'est la même chose quand on va à la plage. On se protège avec les crèmes pour pas que l'ultraviolet nous brûle la peau. Autrement dit, ici, on n'a pas besoin de crème solaire. Remarquez, vu comment on est habillé, je crois que ce n'était pas nécessaire. Évidemment, on n'a pas besoin de crème solaire, mais les disques que je vous ai montrés au départ, on a utilisé pas mal des ultraviolets pour qu'on puisse fabriquer ces petits dessins qu'on avait sur la surface. Mais ceci étant, maintenant, mon collègue ici, il va aller plus loin pour vous montrer vraiment un procédé complet de l'impression des encres qu'on a fabriquées, qu'on a formulées et qu'on a mis en place pour aller plus loin à la fabrication d'un dispositif. Alors c'est donc vous qui allez prendre la main, Vidjan Smal. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur d'impression et vous travaillez sur le développement de procédés d'impression pour ces applications de cette électronique imprimée. C'est une sorte d'imprimante qu'il y a derrière vous, justement. Léa, on va pouvoir filmer ça. Est-ce que vous allez pouvoir la faire marcher pour nous? Oui, je peux vous montrer le fonctionnement de cette procédure. Donc c'est un process d'impression qui s'appelle la sérigraphie. Oui. Assez connu dans le monde d'impression graphique, où par exemple, pour faire des empreintes sur des t-shirts, où en fait ils appliquent une encre couleur pour faire des jolies images. Là on n'a pas les encres couleurs mais des encres fonctionnelles, donc qui vont amener une connectivité ou un autre type de fonctionnement sur des puces électriques. Voilà. D'accord. Donc j'ai préparé pour vous un écran. Ouais. Donc avec la sérigraphie, en fait on va pousser l'encre à travers d'un écran. Et cet écran, on l'utilise habituellement pour faire des capteurs de pression. Donc ça, c'est une seule procédure, une seule process dans une seule étape.
pour faire ce type de capteur qui consiste de 3 couches empilées. La machine il va être activée et on va voir donc le mouvement d'une racle qui va pousser cette patte. Alors, attendez, avant de le lancer, je crois, ça va commencer de quel côté? Ça va commencer dans cette partie, pardon Léa, dans cette partie-là? Ça va commencer ici, et après le substrat va sortir par le côté gauche. D'accord, donc c'est bien devant la vitre principale donc là, je vais que ça monter va la commencer. table pour faire monter le substrat en bas. Et ensuite, j'active le process d'impression. Qui dure environ 10 secondes. C'est très rapide. Et je vous envoie le substrat sur le côté gauche. Donc là, on peut récupérer le substrat. C'est une film plastique qui contient maintenant une structure qu'on appelle, donc la première couche sont des électrodes qui vont apporter une conductivité qui permet de sortir le signal une fois une pression est détectée. D'accord. Je vais passer le substrat dans le four. Ah oui, là c'est pas fini en fait. Contrairement à une impression classique, là une fois qu'on a imprimé, il faut cuire après, c'est ça? C'est ça, parce que les encres, les polymères fonctionnels, ils sont dans un solvant. Et donc dans le four, le solvant il va s'évaporer pour que le polymère il reste tout seul sur la surface. Très bien. Et alors la cuisson, combien de temps vous mettez au four votre circuit imprimé? Là, on va plutôt partir sur quelques minutes. D'accord. Et alors une fois que ça, ce sera cuit, si j'ose dire, entre ça et puis le vrai circuit électronique, il y a encore beaucoup d'étapes? Donc là, il y a encore 2 couches supplémentaires à faire. Et on a un capteur qui est un dispositif assez simple. D'accord. En fait, c'est un composé électronique qu'on aura mis au point, plus qu'un circuit. C'est un composé électronique. Oui, donc il faut imaginer que là, on peut faire ces capteurs, découper le film pour les appliquer sur des endroits ou dans des dispositifs très petits. En même temps, on peut aussi faire un design avec une structure très large. Si jamais on veut par exemple faire un tapis avec des capteurs de pression qui va détecter la présence des gens, on peut le faire sur les grandes surfaces. Mais là, ça ne permet pas de miniaturiser, ça permet de nouvelles capacités, ça permet d'obtenir, on l'a vu, des écrans souples, en tout cas des surfaces électroniques dotées de propriétés électroniques souples. Mais par contre, on n'a pas l'impression d'avoir gagné en miniaturisation avec ce nouveau procédé. Oui, donc on travaille sur ça. Dans l'électronique classique, la miniaturisation a permis de concentrer les composants sur des surfaces très petites, donc d'augmenter en puissance de calcul de façon très significative. Là, si vous voulez, on est en train de développer ce domaine qui est complètement nouveau en parallèle. Et on voit les mêmes évolutions. Donc là aussi, on commence avec des transistors très, très grand et on est en train de miniaturiser. Ouais. Mais le but, c'est pas d'arriver sur le même niveau parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas. Ah oui, on n'arrivera pas à faire aussi petit qu'avec le silicium? Non, c'est pas le but parce que les technologies d'impression, ils ont leurs limites physiques. Ouais. Et le but, c'est pas d'aller très dense, très rapide. Mais le but, c'est vraiment d'apporter ces nouvelles fonctionnalités de flexibilité, légèreté, bas coût. Georges Hatziyoannou, c'est important ça. On n'est pas en train d'inventer l'électronique qui va remplacer l'électronique au silicium. On est en train d'inventer une nouvelle électronique qui va compléter. Oui, exactement. Il va compléter, il va ouvrir de nouveaux horizons, de nouveaux horizons qui peuvent avoir des applications pour la santé, pour les numériques en général qu'on parle aujourd'hui, pour l'Internet des objets, pour l'automobile, de le rendre encore plus confortable pour nous avec plein de petits gadgets à l'intérieur. Voilà. Et puis il y a la question du coût aussi qui était évoquée. C'est une électronique qui coûtera moins cher à terme? À terme, oui. Pour le moment, on est en train de développer justement les procédés, les adapter, parce que les procédés, comme vous voyez ici, ils étaient connus dans la technologie d'impression pour les journaux, pour le textile, par exemple. Et peut-être qu'on aura des vêtements demain qui seront encore plus intelligents qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, les vêtements, ils sont là pour nous protéger, mais ils peuvent aussi nous diagnostiquer, en fait, et même le corriger quand on a une certaine malaise ou je ne sais pas quoi. Donc voilà.
J'ai une question, hein, parce que évidemment les internautes nous regardent et sont intrigués par cette nouvelle électronique. C'est Val qui pose cette question. Peut-on imprimer des cellules PV? Alors j'imagine photovoltaïques, des cellules photovoltaïques. Ah, j'ai perdu la question. Sur du flexible aujourd'hui, sinon est-ce un projet de la plateforme? Oui, on peut les imprimer, on les imprime d'ailleurs. On n'a pas choisi aujourd'hui de vous montrer ça. Et juste pour les internautes, de leur dire les nouvelles, on a une collaboration de cette plateforme, de cette unité ici avec le Japon. Et on est arrivé à faire des cellules, que c'est qu'ils appellent perovskite. C'est des composés organiques, inorganiques, qui on peut arriver jusqu'à 20%. Donc on a dépassé déjà au niveau laboratoire, voire au niveau pilote, des performances de 5% plus haut que les cellules photovoltaïques de silicium. Vous voyez, là, dans ces cas-là... On fait mieux là. Hein. On fait mieux, mais encore, il y a beaucoup de travail à faire pour leur stabilité, et ainsi de suite. Voilà. William, est-ce que c'est cuit l'impression numérique? Oui, donc voilà, c'est le circuit qui est sorti, qui est maintenant bien sec et qui contient juste le polymère sur le substrat flexible. Alors Léa, est-ce que tu arrives à capter ça avec ta caméra? Parce que c'est vrai que c'est assez translucide en fait. Hein. On le voit à l'œil nu, je ne sais pas si... Et parfois, ça peut être un intérêt aussi d'imprimer des électroniques qui est transparent. Il y a des gens qui cherchent à appliquer ça sur des fenêtres ou sur des lunettes, sur des lentilles ou n'importe quel objet où on cherche une transparence et une fonctionnalité en plus. Ou des écrans de smartphone, des tablettes, on imagine tout ça. Par exemple. Très bien, merci beaucoup. Autre chose à nous dire ou on vous laisse travailler, retourner à votre travail? Moi, je vais continuer ici et vous avez beaucoup de choses à faire, si j'ai bien compris. Oui, j'ai l'impression. Merci à vous, William. C'était un plaisir de faire votre connaissance. On va vous laisser travailler. Donc, on va continuer. Évidemment, il y a beaucoup plus d'instruments là-dedans. On n'aura pas le temps de tout vous montrer, mais je vous garantis qu'on a toutes les technologies d'impression existantes, qu'on les adapte pour cette évolution qu'on est en train de faire. Attention, la lumière va changer. Ah oui, voilà. Ça y est, donc, on revient dans une lumière plus normale. On va aller vers un autre endroit où on va rencontrer des collègues qui sont en train de penser à l'utilisation de cette électronique dans le domaine biomédical, dans le domaine de biométrie et ainsi de suite. Voilà, donc si les internautes ils ont des questions, c'est le moment qu'ils avaient. Alors, je vais regarder ça. Je vais me débarrasser de mes lunettes aussi, puisqu'on quitte la zone chimie, on a le droit de... On peut se débarrasser des lunettes. Allez, ce sera déjà ça. On garde par contre le reste. Alors, évidemment, les internautes peuvent nous adresser leurs questions, leurs commentaires, nous dire si il y a une difficulté au niveau de l'image. Alors, attendez, parce qu'avec les gants, le téléphone portable... C'est moins pratique. Y en a-t-il des questions? Pas de nouvelles questions pour le moment, mais on les attend de pied ferme, hein, les questions. Donc, voilà, je profite de l'occasion pour dire que cet équipement il nous a mis quand même un certain temps. Vous avez dit au départ que c'était un rêve. Oui, c'est un rêve de 30 ans. Ouais. Parce qu'au début, j'avais travaillé à l'industrie de l'électronique, c'est IBM en Californie, et j'avais imaginé dès le temps, il y a 30 ans, que peut-être cette révolution il va arriver un jour. Et voilà où nous y sommes. Et on attend qu'en France et en Europe, on puisse élaborer ce nouveau gadget au même niveau que dans d'autres pays comme l'Asie et ainsi de suite. Voilà. Alors, vous aviez demandé des questions. Alors, il y a au moins une internaute qui nous en pose. C'est Val qui demande de nouveau. Comment sait-on que ce sera une électronique moins chère à terme, vu que l'industrialisation des procédés n'est pas terminée? Ça, c'est une bonne question. Oui, c'est une excellente question même. En fait, l'industrialisation n'est pas terminée, mais tout à l'heure, on va voir qu'il y a quand même une industrie qui s'est installée en France. C'est vrai qu'au début, même quand on construit une voiture, on construit le premier prototype, ça nous coûte trop cher, mais après, on construit beaucoup et ça amortit les charges. Donc, on n'est pas encore là, mais l'amortissement avec ce type d'industrie, ça peut être très rapide parce qu'on peut inonder le monde avec des différents dispositifs, différents composants, beaucoup plus facilement qu'avec l'électronique classique. Quoi. Et les matériaux, ça coûte moins cher, parce que les procédés, c'est moins cher quand même
que vous allez voir tout à l'heure. Le procédé d'impression, c'est moins cher que le procédé par évaporation ou sous vide. Donc, Alors il y a du monde dans la salle dans laquelle on rentre, vous allez me dire où on arrive. ici, c'est ma collègue Nathalie Stingeling qui va vous adresser, vous pouvez adresser les questions des matériaux et leur utilisation sur les différentes technologies. Je laisse la parole à elle peut-être. Oui. Bon, ça sera en anglais, mais on est là pour... Voilà, alors vous m'avez autorisé à vous poser les questions en français et puis vous répondrez en anglais, mais vous êtes bien entouré, on se chargera de la traduction autour de vous. Alors, sur quoi vous travaillez, vous, exactement, ici ? I work on plastic electronics like everybody here, and one hot topic we are working on is bioelectronics. So there we really use the nice properties of plastic electronics, that they're flexible and in particular soft. And I may let first introduce. Donc elle travaille sur des plastiques flexibles pour des applications surtout dans le domaine de l'électronique, et notamment au niveau de matériaux qui sont biocompatibles. Et donc elle essaie vraiment de tirer le meilleur des propriétés de flexibilité qui sont données par les plastiques. Vraiment, donc le côté flexible nous donne accès à plein d'applications potentielles différentes. Et évidemment, le côté biocompatible peut nous permettre d'envisager plein d'applications différentes liées au contact avec l'humain aussi. Donc là, on est dans des applications médicales. On peut imaginer que ce que vous mettez au point ici servira dans le domaine médical. Yes, so one example is, for instance, to try to heal broken neurons. And here, in particular, being in Bordeaux, it helps that we can print it, like here in Electroprint Tech, but also having the neurocampus over here. So we want to study the conductivity, but also ion transduction in these materials. Donc c'est vrai que, par exemple, une application pourrait être le fait de régénérer des neurones qui sont cassés, pardon. Et donc l'avantage de faire ça ici, donc en plus de l'avantage de pouvoir imprimer les plastiques avec la capacité énorme qu'il y a à l'Electroprint ici, à Bordeaux, on a aussi accès au centre de neurosciences qui est très réputé. Et donc le fait d'avoir cette interdisciplinarité au niveau du campus à Bordeaux nous permet vraiment d'arriver à en avant de la recherche actuelle dans ce domaine. Alors, il y a un autre sujet sur lequel vous travaillez, on peut peut-être en dire deux mots quand même. C'est une sorte de gilet qui permettrait de refroidir, c'est ça ? Alors comment ça marche ça ? Exactly. So actually, Florian is the expert. So one hot topic is wearable electronics, so that we can really wear a jacket that, for instance, cools or heat. And these are produced on these type of materials, which are actually transparent, and they are based on ferroelectric materials. That's possibly too technical, but it means they can actually, upon application of a voltage, cool or heat. And that's actually what Florian does. Oui, donc du coup, c'est vrai que une des applications potentielles au niveau de tout ce qui est électronique flexible, c'est le fait d'envisager donc un vêtement avec tous les composants électroniques dont vous auriez besoin, qui soient totalement flexibles, mais aussi la capacité de contrôler la température de la personne en dessous et des composants électroniques qui sont dessus. Et donc grâce au plastique qu'on fait ici, donc comme vous pouvez voir, qui sont totalement transparents. Donc ça c'est directement une sorte de condensateur électronique sur lequel on a une couche métallique, une couche active, donc le plastique, et une autre couche métallique. Donc là, on a tout le matériau en lui-même qui peut être utilisé directement pour refroidir la zone qui correspond à cet endroit-là. Et donc tout ça sur quelque chose de flexible, très fin, très léger aussi, comme vous pouvez voir. Mais alors là, vous êtes déjà approché par des gens de l'industrie du textile pour utiliser ce genre de matériaux. Je ne sais pas lequel des deux vous retrouvez. Je crois que c'est aussi votre domaine, alors vous pouvez répondre. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt au niveau de l'industrie, mais bon, après, c'est vrai que les industries qui nous approchent à l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment vous dévoiler. Mais oui, ça sort déjà un peu... Il y a de l'intérêt, effectivement, de l'industrie pour pouvoir construire ce genre de... Peut-être que je peux dire aux internautes, aujourd'hui, les voitures électriques commencent à gagner nos environnements. C'est qu'il y a des batteries, et les batteries, il faut les maintenir à une certaine température.
Donc aujourd'hui, on utilise d'autres moyens avec des fluides pour refroidir les batteries, mais demain, on peut les emballer avec ce plastique-là pour contrôler la température de la batterie, le rend beaucoup plus efficace. Et de surcroît, on éliminera le liquide qui est lourd, donc on allégera le poids de la voiture en même temps. Voilà, donc c'est une application, mais les autres applications, on pourrait... On imagine qu'on va avoir besoin de refroidir dans bien des domaines, de toute façon, hein, là-dessus vous trouverez. Il y a des questions d'internautes toujours plus nombreuses. Alexandre demande sur quel polymère les circuits sont imprimés. Pour le moment, on utilise des polymères qui s'appellent polyester, le même polymère qu'on utilise pour les bouteilles d'eau, si vous voulez. Il y a des polymères beaucoup plus sophistiqués, qui sont comme les polyimides ou les pennes, c'est polyester, naphthalène et d'autres. Ça dépend de l'utilisation, la tenue en température et ainsi de suite. Donc on adapte nos substrats en fonction de l'environnement où ils vont être utilisés et en fonction des températures où ils vont être utilisés. Ce qui frappe, c'est que ces polymères, on ne les a pas découverts hier, on les connaissait déjà. Alors pourquoi on commence à faire émerger cette électronique seulement aujourd'hui? Oui, le polymère en tant que tel, ça existait depuis des siècles. Comme j'ai dit à mes étudiants, c'est que à l'Amérique du Centre, Centrale Amérique, ils l'utilisaient pour faire leurs bottes sans savoir qu'il y avait des polymères. Oui. Les polymères en tant que tels, ils sont découverts le siècle dernier. Avec le caoutchouc, vous voulez dire en Amérique du Sud? Le caoutchouc. Donc, les polymères en tant que molécules, si vous voulez, ils étaient découverts le siècle dernier, mais les polymères en tant que... Avec tous les bénéfices qu'ils ont, la flexibilité, la processabilité, les propriétés mécaniques et ainsi de suite, ils étaient connus depuis toujours, mais les polymères qu'on confère en même temps les propriétés électroniques semi-conducteurs, la découverte, il a été faite il y a 40 ans. Et depuis 40 ans, on a essayé maintenant, on arrive à voir l'émergence de nouvelles technologies qui viennent de ce type de matériaux. Donc on a des éléments qui sont abondants dans la nature, le carbone et le silicium, et vous voyez qu'ils vont vers la même direction, tout en ouvrant tout le spectre des applications. Carbone et silicium se retrouvent pour faire de l'électronique, mais de façon différente. Merci beaucoup Nathalie, c'était un plaisir de découvrir et puis les promesses que ça génère en matière médicale. On va avoir une nouvelle application avec vous, je vous suis, hein, c'est vous le guide. Bonjour Jérôme. Alors, ravi de faire votre connaissance. Vous vous appelez donc Jérôme Joimel. Et on change de domaine d'application, mais c'est tout aussi passionnant. Je crois que vous avez même un petit démonstrateur derrière vous. Démonstrateur, et puis je peux vous montrer déjà de manière un échantillon mécanique. En fait, qu'est-ce qu'on a là? On a un capteur d'image où on a imprimé des matériaux photosensibles afin de prendre les empreintes digitales. Les applications sont les douanes, par exemple. Donc, on voit déjà ça aux États-Unis, où on peut prendre les empreintes digitales, mais c'est des choses qui sont assez encombrantes. Alors que nous avons la capacité, en utilisant les matériaux organiques, de donner une flexibilité, de pouvoir intégrer ça facilement dans un produit, alors que actuellement, vous pourrez voir les capteurs d'empreintes relativement assez larges ou de petite taille. Les matériaux organiques nous ouvrent ces portes. Du coup, de faire de la grande taille. Ce que l'on a, le petit capteur sur notre smartphone avec l'empreinte digitale, il est beaucoup plus petit et jusqu'à maintenant, on ne savait pas faire plus gros que ça. Voilà. Donc, actuellement, on a des capteurs qui font à peu près 1 cm par 1 cm. Nous, le marché qu'on recherche avec cette nouvelle technologie, c'est d'avoir la capacité de faire un capteur qui fait toute la taille de l'écran. Et c'est de l'intégrer en utilisant du coup des substrats plastiques, de pouvoir intégrer ça dans un téléphone. C'est ce que le silicium ne peut pas faire. C'est-à-dire que le capteur sera intégré sous la surface de l'écran, une sorte de couche supplémentaire qui donne des propriétés différentes à notre smartphone. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, je peux vous présenter un prototype. Du coup, c'est le premier prototype qu'on avait fait, avec des dimensions relativement proches d'un écran de téléphone, comme on peut voir ici. Ouais. Et sur l'écran, vous pouvez voir du coup mes empreintes digitales s'afficher en contact. D'accord ? Donc, on peut faire de la grande taille, avoir le maximum d'informations possibles sur les minuties donc de l'empreinte, alors que dans le cas d'un téléphone, d'un capteur standard, on a très très peu d'informations. Donc ça ouvre beaucoup de portes
de ce côté-là. Oui, on peut déloquer notre téléphone, mais aussi on peut faire du paiement sécurisé. Oui, c'est ça. On peut imaginer ça pour autre chose que débloquer son téléphone, comme vous dites. Exactement. On peut imaginer des systèmes de paiement avec la main et puis rien d'autre pour s'identifier. Exactement, voilà. C'est d'arriver avec des systèmes, plutôt que de juste poser mon téléphone, de sécuriser le paiement. C'est quelque chose qui actuellement est très porteur, que ce soit en Asie ou en Europe, où les gens ne veulent pas forcément utiliser leur carte bleue ou le sans contact. Mais avec le téléphone, on peut avoir des fonctionnalités supplémentaires en termes de sécurité de paiement. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes directeur technique R&D chez Isorg. Isorg, c'est une start-up qui n'en finit plus de grossir, donc ce sera bientôt plus une start-up, mais une entreprise. On grossit. Alors, c'est intéressant parce que ça permet de voir comment aussi ce lieu interagit avec le monde industriel et le monde privé. C'est ça. Nous avons une équipe dans la plateforme ElorPrintech. On a un partenariat très fort sur les développements où on peut travailler sur les nouveaux types de matériaux, sur en gros des nouvelles fonctions qui peuvent aider aussi pour ce type d'application. On a un site sur Grenoble, on a été créé originalement à Grenoble, et nous avons aussi un site de production à Limoges. Donc voilà, on grossit vraiment énormément là-dessus. On a quelques vidéos qui sont disponibles sur YouTube, donc n'hésitez pas à voir. En gros, nous, on présente la construction de notre usine sur Limoges avec les équipements d'impression qui nous permettent en gros de produire ce type de device. Alexandre vous demande, est-ce que vos recherches sont inspirées du biomimétisme ? Non, pas du tout. En gros, la recherche, elle s'est faite surtout sur le fait que les matériaux organiques, comme Georges l'a expliqué tout à l'heure, ont beaucoup progressé sur les dernières années. Nous avons un gros background industriel. On a notre créateur Jean-Yves Gomez qui est aussi un entrepreneur qui a beaucoup travaillé sur le silicium et il a eu l'opportunité de travailler avec des gens comme Georges sur le fait qu'on peut utiliser des matériaux organiques, aussi avec certains partenariats avec le CEA qui nous avaient été présentés, où on peut utiliser les matériaux organiques en remplacement du silicium. Georges Hatzi-Ioannou, c'est intéressant d'avoir comment s'est pensé le travail, c'est-à-dire il y a une place pour la science fondamentale, il y a une place pour la science appliquée et pour des partenariats avec les industriels aussi. Une place pour l'innovation, purement dit, parce que à la science fondamentale, on fait les découvertes, et puis après les découvertes, il faut faire les preuves du concept, donc on peut les faire dans cet endroit ici et aller plus loin. Faire la vraie innovation où on fait le transfert de ces connaissances, compétences vers l'industrie. Et voilà, l'ElorPrintech, en fait, c'est les liens entre le monde académique et le monde industriel. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans un laboratoire académique, on a de petites quantités ou de petites surfaces, mais ici, on a des outils qui nous permettent d'aller plus loin vers l'industrialisation. Évidemment, on ne peut pas faire la production, ça dépend de la quantité, la taille des objets, mais comme Jérôme vient de dire, il y a une usine déjà qui a été fabriquée, justement en relation avec la question qui a été posée tout à l'heure, que ça coûte cher. Déjà, il y a une installation d'une fabrique, au moins, en France, qui peut faire de nouvelles technologies émerger comme produits. Je voudrais mentionner qu'il y a pour les photovoltaïques la question qui m'a été posée au départ, qu'il y a aussi une industrie près de Nantes qui s'appelle Armor, qui fabrique par le kilomètre carré des cellules photovoltaïques à la base de polymères par impression. Voilà. Donc, on a plusieurs questions d'internautes, je vous les pose. Loïc, est-ce que ce sont ce type de composants que les Chinois ont utilisés pour espionner des grands groupes? Non, pas du tout. Je sais que c'est de quoi ils parlent parce que j'ai lu aussi les journaux ce matin. En fait, les Chinois, ils sont parasités, si vous voulez, sur les cartes mères qu'on dit pour les différents ordinateurs. Ils ont mis un circuit qui pourrait espionner tous les va-et-vient et l'envoyer sans que les utilisateurs le sachent. Donc, justement, il faut faire attention. Et nous, avec les technologies qu'on développe, peut-être qu'on pourrait les protéger de tout ça parce que, voilà, on peut les coder différemment parce que nous, on entre déjà au niveau moléculaire. Donc, c'est comme,
pour retourner à la question que l'internaute a posée, si on s'inspire de la nature, évidemment, on s'inspire de la nature parce que quand on fait la synthèse de polymères ou de ces matériaux, je pourrais dire presque intelligents, on peut introduire d'autres fonctions qui inspirées de la nature pour les faire telles qu'ils ne seront pas faciles à briser, quoi. Martin vous demande, est-ce que ces encres conductrices peuvent être stimulées par pression? Exemple, des routes solaires. Bien sûr, ils peuvent se stimuler, même, je dirais qu'il y en a des applications où on peut les mettre dans les chaussures et récupérer l'énergie de nos pas, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est prometteur. On pourra récupérer beaucoup d'énergie comme ça en récupérant l'énergie de nos pas? C'est beaucoup parce que ce n'est pas connecté, donc c'est l'énergie ambulatoire, si vous voulez. C'est de l'autonomie, quoi. Et comme mes collègues précédemment, ils ont dit qu'on fait des matériaux pour nous refroidir ou pour nous réchauffer, on peut les faire en même temps pour stocker l'énergie. Vous me parlez... Oui. Ça ne sera pas comme un réacteur nucléaire. Hein, il faut pas... On est d'accord, oui. On n'a pas un réacteur nucléaire dans chaque semelle. Val, vous parliez justement de refroidir, réchauffer. On pourrait aussi refroidir les PC, vous demande-t-elle, par rapport à l'innovation qu'on a évoquée tout à l'heure, notamment les laptops qui brûlent toujours les cuisses. Mais justement, c'est comme ça que j'ai commencé mes recherches quand je suis arrivé ici à Bordeaux, parce qu'il m'a été posé la question, est-ce qu'on peut refroidir les PC? Oui, on a déjà des matériaux, ils ne sont pas encore utilisés, mais ils peuvent être utilisés demain. De surcroît, on peut les refroidir et récupérer l'énergie de ce refroidissement pour la réinjecter sur la batterie. Donc, bon, on ne va pas tout récupérer, mais au moins, on a démontré que 30% de cette énergie, on peut la réinjecter. Donc... Ça, c'est utile, c'est doublement utile. On se refroidit et on remet un peu d'énergie dans la batterie. Merci Jérôme, c'était un plaisir. Et puis bonne route à Isorg alors. Où est-ce que... Ah, voilà. On n'a pas fini la visite, hein, Georges. On a encore une salle et pas des moindres. Le nom de cette salle me plaît beaucoup. C'est la salle du vide. Après la salle blanche, là on était dans la dark room, là. Hein. Alors elle était... En fait, ce n'est pas complètement noir parce qu'on fait beaucoup d'essais optiques. Donc si on veut tester les matériaux pour leurs propriétés optiques, il ne faut pas qu'on ait des interférences du soleil de l'extérieur. Donc pour le moment, on était dedans, on l'a laissé illuminer. Mais quand on fait des expériences vraiment, je ne sais pas si vous avez observé, il y avait un appareil qui était complètement camouflé par un tissu noir. Donc, toutes les fenêtres étaient obstruées. Hein, toutes les fenêtres étaient obstruées. C'était donc... Ici, on va passer ce que moi j'appelle le Space Lab à l'envers. Le laboratoire Space Lab à l'envers. Alors vous allez nous expliquer ça. Pour vous montrer là rapidement, le Space Lab, c'est qu'on a du vide à l'extérieur et de l'atmosphère à l'intérieur. Ici, c'est le contraire. On a du vide à l'intérieur et de la pression atmosphérique. Si vous voulez venir par ici, juste pour avoir un aperçu, donc cet appareil il est complexe, ça nous a coûté quand même, c'est unique mondialement parlant. Donc il y a un tube qui est vide complètement, c'est presque le vide de l'espace, 10 puissance moins 8, qui est connecté à différents appareils où on peut faire des productions de l'électronique comme c'est fait dans l'électronique classique. Mais tous les détails, je vais le laisser quand même à mon collègue qui vous explique tout ça. Ouais, parce que là, il y a Roland Lefebvre avec qui nous allons faire connaissance à présent, qui a l'air d'être un peu le spécialiste du lieu. On appelle ça la salle du vide, plus précisément la ligne de vide. À quoi ça vous sert? Oui, bonjour. En fait, donc précisément, ici, on va avoir deux grandes parties. Une partie, on va faire des dépôts pour réaliser des dispositifs couche par couche. On travaille toujours avec un empilement de couches, comme vous avez pu voir le côté imprimable. Sauf qu'ici, ça se fait sous vide parce qu'on va travailler avec des petites molécules. Attendez, je me mets de ce côté-là, comme ça on a l'image et en même temps je tiens le micro. Mais justement, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Donc d'une chambre de dépôt sous vide. Il y a déjà quelque chose qui paraît paradoxal. Si cette chambre est sous vide, pourquoi les gants sont tournés vers nous comme si on soufflait à l'intérieur? Oui, il y a deux raisons. Alors, en fait, on va travailler avec des matériaux organiques. Ici, ce sont des petites molécules qui sont sensibles à l'air ambiant. Donc, on va pouvoir les protéger en travaillant en boîte à gants. Du coup, cette boîte à gants est remplie d'azote, atmosphère inerte. On va pouvoir protéger ainsi ces molécules. Et là, je vous montre l'intérieur d'un évaporateur. Ah, c'est derrière cette porte que se trouve le vide. Alors actuellement, non, mais... exactement, donc on vient charger dans la partie inférieure les matériaux à déposer
et on va placer nos échantillons en partie supérieure. Actuellement, des caches sont mis en intermédiaire pour les protéger. Et donc, on chauffe le matériau, typiquement à des températures de 100-200 degrés, de façon très bien contrôlée, pour venir évaporer à une vitesse lente qui permet aux molécules, ça leur donne suffisamment de temps pour s'organiser à la surface. Et de cette manière, on peut contrôler jusqu'à la couche atomique, en fait, jusqu'à la couche moléculaire, les dépôts que l'on fait. Et on va poursuivre pour aller voir la deuxième partie qui se trouve à Donc là, imaginons qu'on ait fait ce que vous avez dit derrière cette chambre. Une fois qu'on referme la porte, on crée le vide. On crée le vide et c'est à ce moment-là qu'on est dans un milieu de vide. Oui, on attend les conditions favorables, 10-6, 10-7 pour faire nos dépôts. Et donc ainsi, on va pouvoir réaliser des composants. Ah. La succession d'empilement de couches, par exemple, ici. Succession d'empilement de couches. Oui, c'est-à-dire on va avoir des couches actives, des électrodes. Là, ici, on se trouve en présence d'une OLED donc blanche, donc O pour organique et la diode électroluminescente, donc OLED. Ici, on a une conversion de l'énergie avec un haut rendement. Du coup, on n'a pas de chaleur, en fait. Voilà, toute l'énergie transmise est réémise en lumière. Donc, c'est un exemple de ce que l'on peut faire. Et ces machines-là sont dérivées de ce qu'on trouve dans l'électronique traditionnelle, en fait, l'électronique du silicium, sauf qu'on les a adaptées pour nos matériaux organiques. Et alors ça, par exemple, c'est déjà commercialisé, on trouve déjà des objets dans le commerce qui utilisent cette technologie ou on est encore là en avance? À chaque fois qu'on parle d'écran OLED, c'est basé sur cette technologie et les derniers téléphones des grandes marques intègrent eux aussi voilà, ce type d'écran. Ces dernières générations d'écrans sont à base d'OLED. Donc de molécules, de polymères organiques. Hein. Exactement, voilà. Très bien. Et je vous invite à me suivre Ouais. pour avoir un aperçu. On a donc plusieurs boîtes à gants parce qu'on va utiliser différents matériaux selon les couches actives que l'on veut mettre en œuvre et selon les conditions de dépôt aussi sur les échantillons. On va pouvoir contrôler la température, si on a besoin de refroidir, si on veut chauffer. Et puis quand je parlais d'empilement de couches, il faut pouvoir choisir l'endroit par exemple où on fait ces électrodes et donc on a à l'intérieur possibilité d'introduire des masques qui vont nous permettre de déposer localement là où c'est souhaité. Très bien. On va tout au fond pour voir la partie caractérisation. Ouais. Alors la partie caractérisation, c'est là où on étudie le matériau qu'on a créé en quelque sorte. Oui, exactement. Voilà, donc... Alors là, c'est un peu la salle opératoire, hein, c'est-à-dire, alors Léa va nous rejoindre. Au milieu, on a l'échantillon. Oui. Et tout autour, c'est les instruments pour étudier l'échantillon. Exactement, c'est donc ici la chambre principale d'analyse. On voit qu'il y a plusieurs instruments qui convergent vers le centre et donc placer l'échantillon. Et principalement, on va utiliser des sources de rayonnement, donc source X et source UV. Actuellement, on peut voir la lumière sur la source UV pour frapper l'échantillon et sonder ses niveaux d'énergie. Alors Léa, pour que les gens se soient bien clairs, c'est dans ce réservoir, dans ce rond, que se trouve normalement l'échantillon. Bon là on ne voit pas à travers, mais de l'autre côté il y a un... Je vous laisse le micro, comme ça vous pouvez... Si vous arrivez à me suivre avec... Donc vous avez une vue à partir de ce hublot, soit en haut, soit celui-ci, si vous arrivez à suivre. Voilà, donc là on a un échantillon qui est en cours d'analyse. Ok. Oui, on l'a vu. Hop, un petit peu plus de lumière. Donc, alors il y a des questions. À ce niveau de vide, c'est Alexandre qui vous demande ça. À ce niveau de vide, combien de molécules par centimètre cube il reste? Est-ce que vous avez une réponse précise à cette question? Il en reste peu. Il faut savoir que à ce niveau de vide, pour une image peut-être plus parlante, c'est quelle est la distance que va parcourir une molécule avant de rencontrer une autre. Précisément là, quand on est dans la gamme du 10-9, elle va parcourir 1 km avant de rencontrer une molécule. Donc elles sont peu nombreuses, ouais. Mais surtout voilà, elles sont libres. Elles vont d'abord rencontrer une autre paroi avant de rencontrer une autre molécule. On a un vide comparable à celui qu'on aurait dans l'espace. Hein. Oui, c'est ce qu'on disait. On est vraiment très proche de celui qui est dans la Station Spatiale Internationale. Et en fait, autour de la station, on est même mieux quand on est en mode de base, ce qu'on appelle nous le vide le plus poussé qu'on peut atteindre ici. Il y a encore moins de molécules que ce qui se trouve là-haut autour de la station.
Don Felipe vous demande, alors il va falloir nous expliquer la question avant d'y répondre. Pas d'effet Joule, demande-t-il, point d'interrogation. Alors, si la question est sur la partie technique d'analyse, non. Ouais. Par contre, sur les machines de dépôt, oui. Qu'est-ce que ça veut dire un effet Joule? Un effet Joule, bon, rapidement, les anciennes lampes à incandescence, voilà, elles avaient un filament, on faisait passer un courant dedans, il s'échauffait, on avait de la lumière. Bon, on a nos sources dans lesquelles on dépose nos matériaux, on fait passer un courant, ça va chauffer et ils vont, donc le matériau qui est chauffé va s'évaporer. Ça, c'est de l'effet Joule. On a cette technique. On a aussi des techniques dites avec des canons électrons. On vient bombarder avec des électrons. Donc, mais ça, c'est des techniques spécifiques. Ça devait être sur le petit écran OLED qui vous demandait s'il y avait de l'effet Joule ou pas, puisque vous avez dit que ça chauffe pas du tout le petit écran OLED. C'est possible. Non, là, on a très peu d'échauffement. Donc le rendement, il est maximum. Et du coup, non, pas d'effet Joule. Très bien. Une dernière chose à dire sur ce qu'on fait ici. Alors la grande, finalement, cette ligne qui traverse, elle sert à quoi en fait? Donc en fait, là vous avez l'intérieur du tube. Elle permet de connecter tous les systèmes entre eux. Donc un échantillon peut aller et venir d'un système à un autre. On a des vannes comme celle-ci par exemple qui permettent de contrôler les ouvertures pour faire le passage. Et puis ici des cannes de transfert. Donc sur la droite, qui permettent, sans y mettre les mains à l'intérieur, quand même de manipuler nos échantillons. Et tout ça se fait avec ce qu'on appelle des couplages magnétiques. C'est-à-dire que, parce que pour assurer ce vide-là, il faut des techniques spécifiques. On ne peut pas avoir un simple engrenage. Donc le couplage magnétique permet d'éviter d'avoir une liaison physique directe. C'est un entraînement qui est différent et qui permet d'obtenir des vides. Donc c'est une sorte de train qui évolue dans le vide, hein. Il y a un petit chariot et ça permet de rejoindre comme ça les différentes parties. On peut penser aussi que c'est un jeu pour garçons, on va dire, puisqu'on parle de petits trains, mais un peu coûteux quand même. Les filles aussi ont le droit de jouer au petit train, hein. Pas de sexisme. Vous voyez, c'est un train en lévitation en fait. Il y a un aimant en dessous qui entraîne à distance le chariot qui porte l'échantillon aux différents endroits, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un sacré outil. Chose importante au niveau de la caractérisation des échantillons. Donc, on a élaboré des matériaux, on disait couche par couche, et ce qui nous intéresse surtout, c'est d'étudier les interfaces. Voilà, parce que de nouvelles propriétés peuvent apparaître, et du coup, nous, pour les composants électroniques, on va vraiment regarder le transport électronique, et du coup, ça va nous permettre, d'incrémenter, de faire de l'ingénierie. On va comprendre pourquoi dans un cas ça marche bien, dans quel autre cas ça marche moins bien. Et donc ça va nous aider ensuite à retourner sur notre technique de procédé pour améliorer les performances des composants. Et de façon fondamentale aussi, comprendre avec ces instruments ce qui se passe à l'extrême surface, c'est-à-dire entre 3 et 10 nanomètres de profondeur. Donc c'est vraiment très très superficiel. Ici on crée de nouveaux matériaux et après on teste leurs caractéristiques. Votre petit écran OLED a fasciné nos spectateurs puisque Cindy vous demande quelle durée de vie pour l'OLED. Alors celui-ci présentement a 5 ans. C'est des écrans qui peuvent durer très longtemps. Ouais. Après... Vous avez un chiffre plus précis à nous donner? Là, je ne sais pas si Georges, la durée... Georges, venez à notre secours. Est-ce que les... Ce que vous venez de voir, c'était produit il y a 5 ans. Ouais. Donc vous voyez... En fait, on ne sait pas vraiment la durée de vie parce qu'ils sont nouveaux, alors on ne peut pas savoir combien de temps ils tiennent. Il y a des tests qui sont faits au laboratoire ou les industriels qui les produisent aujourd'hui, surtout en Asie, c'est OLED. Ils peuvent durer jusqu'à 10 000 heures. Donc, voilà. Comme il y a peu d'échauffement, ils se détériorent peu. Ouais, finalement, ils sont particulièrement résistants du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'échauffement. D'une part et d'autre part, on a un autre instrument ici qu'on fait ce qu'on appelle l'encapsulation. On les enrobe avec des composés chimiques tels qui ne permettent pas l'eau et l'oxygène d'entrer. En fait, c'est ça. Ouais. Comme nous-mêmes, on se protège par le soleil et d'autres choses, ces objets-là, ces polymères qui sont conjugués, comme on dit, il y a de doubles liaisons dedans, il faut les protéger, quoi. Bon, c'est des détails techniques, mais bon. Alors, on va conclure, hein, parce qu'on a déjà débordé par rapport au temps qu'on s'était donné. À votre avis, si on se recroise dans 5-10 ans, où on en sera de cette nouvelle électronique émergente? On sera loin parce que déjà, si vous voulez, il y a pas mal des utilisations. Nos téléphones portables, ils ont intégré ces technologies, si vous voulez, organiques, du carbone, je dirais.
Et puis, bon, tout ça dépend comment les industriels vont approcher l'affaire. Je pense qu'en France, vous avez vu qu'on a quand même une grande avancée au niveau de l'industrialisation pour les cellules photovoltaïques et pour les capteurs de biométrie, si vous voulez, et bien d'autres. En Allemagne, ça se passe beaucoup de choses à ce moment au niveau d'ingénierie, autour de l'automobile et autour d'autres applications. Et en Angleterre, il y a beaucoup de recherche qui s'est fait, et aussi aux Pays-Bas au niveau de la bioélectronique. C'est une nouvelle technologie qui peut nous apporter beaucoup de choses. Ça sera différent de l'élan qu'il a eu l'électronique du silicium, mais quand même, on le verra partout, presque partout. Et on n'a pas parlé du textile. Le textile s'est beaucoup intéressé à intégrer tous ces composants sous les vêtements, de les faire plus intelligents. Si, on en a parlé pour les capteurs solaires, pour les vêtements qui refroidissent, pour les écrans intégrés dans le textile. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est des recherches qu'on fait. On peut le changer de couleur aussi, à volonté aussi. Donc, pour la mode et tout ça, ça sera intéressant. Il y aura un côté aussi un peu plus futile, plus léger. Oui, parce que la France est plutôt un peu artistique. Je pense que quand les artistes seront intéressés à ces technologies, ils peuvent aller loin. On ne peut pas le faire nous-mêmes tout, mais on a besoin que maintenant les internautes qui ont écouté, peut-être que les jeunes qui sont intéressés pour trouver un boulot demain, il y aura plein de boulot. Plein de travail, je dirais. Oui, mais alors tiens, on finit là-dessus, mais effectivement, aujourd'hui, ici, vous recrutez, ça s'étoffe, les équipes augmentent, c'est un secteur porteur? Surtout, ça s'étoffe, les équipes augmentent, mais on a beaucoup de demandes aussi à de nouveaux industriels qui s'installent et ils veulent de jeunes bien éduqués dans les nouvelles technologies. Et aussi, cet équipement que vous voyez ici aujourd'hui, il a une mission aussi de formation. Ça veut dire qu'on a commencé à faire des formations. Les gens qui connaissent un peu la physique, la chimie ou l'ingénierie, ils peuvent venir ici pour se rendre compte de cette technologie émergente, d'aller plus loin, même créer leur entreprise eux-mêmes, parce que s'ils ont une idée, ils peuvent faire quelque chose. Vous allez susciter plein de vocations, créer plein d'envies. Merci à vous pour votre accueil, Georges Otsi Ioannou. Les questions que je devais poser aux internautes, et on peut gagner à la fin un carnet de sciences. Alors, 3 questions. Première question, quelle technique d'impression a été utilisée pour la fabrication des capteurs lors de la démonstration? Que détecte le capteur? Donc ça, c'était la première question. Deuxième question, que détecte le capteur industrialisé par Isorg? Et ça, c'était dans la dark room, un peu plus tard dans la visite. Et troisième question, que signifie la lettre O du mot OLED? Là, on y a répondu tout récemment dans cette rencontre. Merci à tous les intervenants, à l'accueil chaleureux qui a été fait ici, à notre partenaire Sud-Ouest également, à la délégation CNRS Aquitaine, l'Université de Bordeaux, Arkema, Bordeaux INP, la région Nouvelle-Aquitaine, et puis les investissements d'avenir pour nous avoir accueillis sur cette plateforme. Et puis merci évidemment à Léa Bello, Cécile Bruckmann et Nathalie Lambert, qui ont réalisé et permis la technique de ce live. Ce n'était pas une mince affaire de faire ce live dans cet accoutrement. Allez, n'oubliez pas, vous pouvez revoir cette rencontre si vous avez pris en route, si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez revoir ça sur Facebook. Merci à toutes et à tous et à très bientôt dans une autre tenue, j'espère.